de capturer les écrans et par la même occasion d'enregistrer un peu ce que je suis en train de faire. Alors, la première des choses par laquelle je peux commencer, c'est de créer un module. Créer un module. Celui qui veut l'installer sur sa machine, je lui transmets l'install. Alors, je vais passer par ce bouton-là, ou bien par File, Fichier, Nouveau, Fichier Source. Alors, vous obtenez alors un petit éditeur donc intégré qui vous permet d'écrire votre code, donc de réaliser la phase édition. Alors, pour avoir l'install, je pense que je l'ai ici. Outils, développement, voilà, il est là. Ça pèse 4 mégas, 4,8 ou bien 4,5 mégas. Donc c'est très léger, vous pouvez l'installer facilement. Alors, moi je l'ai déjà lancé. Alors, ce que je vais écrire, donc je vais initialement juste faire un programme qui fait les entrées-sorties. Les entrées-sorties d'un ensemble de données. Donc je vais commencer par créer une certaine fonction. La fonction principale, donc je veux faire un module principal, et c'est ça ce que j'ai appelé un éditeur syntaxique. Vous pouvez bien le constater, au fur et à mesure que vous écrivez, il met certains mots, il les met en gras, avec certaines couleurs, etc. Il contrôle même, il peut donc contrôler ce que je fais. Donc, par exemple, si je mets la parenthèse, lui il ajoute la parenthèse fermante. Si je mets une accolade, il met l'accolade fermante, etc. Donc il m'aide à écrire. Si je mets une accolade ici, automatiquement une accolade à la suite. Vous voyez, donc je pourrais travailler dans les meilleures conditions. Alors, globalement, ce que je vais faire, je vais donc inviter l'utilisateur à entrer des données. Par exemple, je vais entrer un entier. Je vais aussi scanner cet entier. Alors, adresse de X, par exemple, je l'appelle X. Je dois le déclarer. Bon, ça dépend, est-ce que c'est à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Là, j'ai choisi de le déclarer à l'extérieur. Ça fait alors ce qu'on appelle une variable globale. Ça, c'est une variable globale. J'ai fait un commentaire, donc de cette manière, j'ai fait donc un commentaire. Un commentaire, donc, il n'est pas pris en charge par le compilateur. Je pourrais faire une autre variable, par exemple, Y, Z. Je vais donc lire les deux premiers. S'il vous plaît. Les deux premières variables. Donc c'est relativement simple. Je vais calculer dans Z par exemple. Bon, imaginons que je veux faire juste une simple addition. On pourrait faire donc d'autres calculs si vous voulez. Et puis je vais restituer le résultat. La somme de est égale et pourcent D. Je vais mettre ici X, Y, Z. Alors, retenez bien, le nombre de spécificateurs, le nombre de signes de codage, ou bien de décodage, doit être égal au nombre d'expressions. Ici, j'ai donc trois expressions un peu particulières. Et par conséquent, donc trois codes de décodage. Ici, on a une seule variable à lire, un signe de codage. Là aussi, j'ai oublié le D.
Voilà, donc ça c'est un petit programme donc, qui va permettre un certain travail. Alors, mais les fonctions avec lesquelles j'ai travaillé, notamment printf et scanf, sont des fonctions que le compilateur ne sait même pas. Le compilateur C n'a aucune connaissance sur ces fonctions-là. Il va falloir que je les commente pour lui, que je commente ces fonctions que je suis en train d'utiliser pour que le compilateur décide est-ce que j'ai utilisé printf correctement. C'est clair? Alors pour ce faire, on va juste incorporer un certain fichier en tête qui s'appelle stdio. Alors, je pourrais aussi, pour d'autres raisons, inclure un autre fichier qui s'appelle stdlib, stdlib.h, qui va me permettre initialement de nettoyer l'écran sur lequel je vais imprimer les données par système CLS. Je vais vous expliquer ça par la suite. Système donc est une fonction qui envoie un ordre vers le système, comme son nom l'indique. Ça envoie un certain ordre vers le système. CLS est une commande, c'est le nom d'une commande. Donc vous communiquez le nom d'une commande vers le système et le système il va l'exécuter. Alors je vais aussi l'obliger à faire un arrêt. C'est un peu la question qui m'a été posée tout à l'heure, parce que quand j'aurai affiché des informations, il faut que j'observe un arrêt permettant alors à l'utilisateur de consulter ce que je lui ai affiché. Alors ça, on le fait par soit un get ch pour obliger l'utilisateur à rentrer un caractère, soit avec une commande système qui se formule par système pause. C'est comme si on lui dit il faut faire une pause. Il faut faire une pause. C'est une pause donc, c'est un arrêt, le système donc s'arrête jusqu'à ce que vous appuyez sur une touche pour continuer. Ça permet alors d'observer le résultat qu'on a affiché ici. Globalement donc un programme, par quoi il se compose? Il se compose d'une liste de directives, des directives. Il se compose d'une liste de déclarations. Il se compose d'une liste de définitions de fonctions. Alors, la fonction principale, de quoi il se compose? Il se compose donc d'une phase de collecte de données. Ça, c'est la phase collecte. La collecte de données, c'est la saisie. La saisie. L'acquisition, c'est donc les scanf. Une phase de calcul, traitement. Ici, on a donc pour le moment un calcul qui est très simple. Une phase de restitution. Restitution des données. Diffusion des résultats. Voilà. Alors, lorsque le programme prend une taille beaucoup plus grande que faire juste un calcul d'addition, rien que cette phase, ça peut faire un module à part. Rien que cette phase, ça fera un module à part, etc. Donc, pour le moment, on veut comprendre un peu juste les notions basiques. Alors, j'ai fait donc mon programme. Je dois donc commencer à sa mise en œuvre. Donc, je suis dans la phase édition. L'édition, maintenant, est achevée. Je vais sauvegarder mon programme, l'enregistrement, en cliquant sur la disquette, sauvegarder. Je passe alors à l'espace de stockage. Maintenant, je suis en train de dialoguer avec le système, avec Windows notamment. Je vais aller donc choisir le dossier, mon dossier de travail. Moi, je veux donc mettre un dossier que je vais créer. Je pense que j'ai un dossier que j'appelle toujours mes programmes. Sinon, je vais mettre un dossier que j'appellerai première année GC 4. Et je vais donc rentrer à l'intérieur pour mettre un autre dossier que j'appelle programme C. Et c'est à ce niveau-là que je mettrai mes programmes. Alors, pour le moment, il me propose son nom.
Je vais nommer donc, qu'est-ce qu'il fait de bien? C'est l'addition. Un programme qui fait l'addition. J'ai sauvegardé, donc c'est la fin de la phase édition. Maintenant, je fais la compilation. La compilation et l'édition des liens, c'est juste une affaire d'un clic, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai un bouton qui fait la compilation. Compile. F9. Je vais appuyer sur. J'aurai droit donc à recevoir des messages d'erreur. Ici, donc, on a 0 warning. Les avertissements sont aucun avertissement. Au niveau des erreurs, on n'a pas d'erreur. On a même donné donc la taille de l'application. On a donné aussi le temps de la compilation. C'est des informations. Donc on a généré addition.exe. C'est ça donc la sortie pour la phase de compilation et d'édition des liens. Et puis ce fichier-là, il a une taille de 125 kilobytes. Et le temps de compilation, c'est 0,73 secondes. Je vais exécuter maintenant. Alors, quand on exécute, la première des choses qui va apparaître, c'est ce qu'on appelle la console d'exécution. Cet écran-là constitue ce qu'on appelle la console d'exécution. Alors, cette console-là est une console qui... en fait, je vais juste changer un peu ses caractéristiques, comme ça vous allez voir mieux. En allant ici vers les propriétés, je vais choisir les couleurs au lieu que ça soit noir. Donc je vais mettre un arrière-plan blanc et je vais écrire plutôt un texte noir. Alors autre chose, je vais écrire avec une taille un peu plus grande au niveau de l'écriture. Et je vais valider. Voilà, ça va donner ça. C'est mieux comme ça. Donc, il m'invite à entrer un nombre. Je vais entrer donc le nombre, le deuxième, et puis j'obtiens le résultat. Alors, entrer le premier entier, entrer le deuxième entier, on calcule, et ça passe. Voilà donc un premier exemple de programme très simple. Bien sûr, on pourrait toujours voir quel est l'intérêt de la dernière commande qu'on a fait, système pause. Bon, ça affiche le message appuyez sur une touche pour continuer et le système il est en attente. C'est une interruption. C'est une interruption. Ça crée donc une interruption au niveau du système. Alors, tant que je n'ai pas appuyé, donc c'est à l'arrêt. Ça me permet justement de voir les résultats. Alors après, donc, l'appui sur entrée fait passer l'exécution. En fait, j'aurais dû donc ne pas le faire parce que vous voyez que quand j'ai appuyé sur entrée, il me donne encore un autre appuyé. Ça, c'est juste une affaire de version de compilateur. Il y a des compilateurs qui ajoutent implicitement, qui ajoutent systématiquement ces deux actions. Moi, je les ai créées donc en double. D'ailleurs, vous voyez appuyer sur une touche 2 fois. J'aurais dû donc ne pas le faire. Donc, je vais revenir tout de suite à mon programme et je vais retirer cette commande. C'est plus besoin. Lui, il le fait systématiquement. Je vais juste la commenter, la mettre en commentaire. Je vais même faire l'autre, la retirer. Et par suite, j'ai plus besoin d'inclure le stdlib. La fonction système, il est prototypé dans stdlib, la librairie standard. Je recompile. Quand vous faites un changement, il est alors nécessaire de recompiler et puis d'exécuter. Et vous voyez, en fait, c'est le même comportement. Je vais rentrer donc les valeurs. La deuxième valeur. Ça marche. Ça passe. Alors, par exemple, ici, si je veux savoir mon int avec lequel je travaille actuellement, il est codé avec quel code, quelle taille. J'aurais juste à faire glisser, et ça, c'est des choses techniques maintenant dans lesquelles je rentre. Je ne suis pas obligé donc de le faire dans le programme. Mais pour nous, pour savoir le int, il coûte combien, je vais donc juste afficher vers la fin. Je vais afficher printf, la taille, mémoire de int,
de tout objet de type int. Parce que int, c'est un type, il n'a pas de taille. Donc ça, c'est juste un abus de langage. De tout objet de type int. Et, %d, c'est un entier. Donc je le code en %d. Et je dois donc dire... je dois donner l'expression qui va l'évaluer. C'est l'expression size qu'on a vu tout à l'heure. Size of int. Size of int. Alors, vous avez constaté tout à l'heure, quand j'avais gardé système pause, que le message appuyé sur une touche pour continuer, c'est un message qui s'est affiché à la suite de la somme, etc. Quand on aura affiché le résultat, on a écrit juste après, appuyer sur une touche pour continuer. Ça, c'est un comportement de printf. Quand vous écrivez avec printf, vous écrivez à la suite de la ligne. Donc, si vous écrivez encore avec printf, vous écrivez encore à la suite. Il vous appartient alors, si vous voulez écrire et revenir à la ligne, d'ajouter ce symbole qu'on a vu tout à l'heure, c'est le retour à la ligne, c'est anti/n. Je vais lui dire, il faut imprimer aussi anti/n. Après chaque printf, souvent on a besoin de le faire, sauf si on a besoin de continuer à écrire sur la même ligne. Je vais mettre ici un anti/n, c'est ici, c'est dans le format. Il ne faut pas le faire dans la liste des variables ou des expressions, il faut le faire à la fin du format, en mettant anti/, où est-ce qu'il est mon anti/? Il est là. Anti/n. Je pourrais même le faire là, si on veut. Ici. Anti/n. Alors à partir de là, je pourrais savoir, j'ai fait l'addition dans quel type, dans quel domaine. Je vais compiler, je peux faire les deux en disant ici, exécuter et compiler, ou plutôt compiler et exécuter. Regardez, compiler, exécuter, compiler et exécuter. Alors je vais entrer les données. Voilà, donc on a travaillé avec un int qui coûte 4 octets. 4 octets, ça veut dire la taille maximale, c'est... La taille maximale, c'est... 4 octets, ça veut dire 32 bits. Donc c'est 2 puissance 31. C'est donc 2 milliards et quelques comme valeur maximale. Ici, on n'a pas de débordement. Vous voyez, en fait, les valeurs qu'on a données, leur somme n'a pas dépassé. Alors, si je refais l'exécution et que je lui donne quelque chose qui dépasse les 2 milliards, par exemple, si je mets 2 milliards plus 2 milliards, ici, j'aurai un résultat qui devient erroné. Regardez, je le refais. Je refais l'exécution. Ça, c'est 2 milliards. Regardez le résultat, c'est n'importe quoi. C'est ça ce qu'on appelle le problème de dépassement. C'est clair? Alors, il va falloir, pour permettre ce genre d'opération, d'aller vers un type plus grand. En tout cas, donc, ne faites jamais confiance à ce que vous donne un programme. Il faut donc exécuter, il faut valider ce que vous avez obtenu pour dire est-ce qu'on n'a pas de résultat erroné. Et voilà donc un problème auquel on pourrait toujours être confronté si on ne fait pas des vérifications de ce genre. Alors, voilà donc un premier aperçu sur ce qu'on a fait. Alors moi, en fait, je veux étendre ce problème-là, au lieu de faire juste l'addition très simple de réels ou bien d'entiers, je veux l'étendre à une addition vectorielle. Je veux calculer la somme de 2 vecteurs. Donc, avant en fait d'y aller, je vais écarter, ou je vais donc faire une certaine division de mon programme, parce que je vois dès maintenant que je vais l'élargir, que je vais l'agrandir. Et par suite, donc, je vais le diviser en plusieurs fragments. Par exemple, je veux donc faire une fonction qui s'occupe de tout ce qui est acquisition. C'est une fonction qui ne calcule rien, qui s'appelle collecter, par exemple, ou bien saisir les données. Je veux faire une autre pour afficher les résultats. Je veux faire une autre qui fait les calculs. Celle-là, par contre, doit produire un résultat.
Calculer. Calculer donc en se basant sur des données. Alors, je vais donc prendre, ça c'est juste des déclarations, c'est pas des définitions de fonctions, donc je vais copier ça et je vais le mettre là. Vous êtes en train de suivre? Vous suivez? Déclaration de fonction. Je vais copier ces déclarations et je vais les mettre en bas, complètement en bas de main. Je vais donc associer à chaque fonction un corps. La même chose ici. Et la même chose ici. Vous voyez, je veux programmer selon ou par bloc. C'est clair, c'est ça un peu ce que je veux faire. Je veux procéder par bloc. J'ai créé donc 3 blocs fonctionnels. Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste déplacer. Ça, on l'a déjà retiré, on n'en a plus besoin. Je vais déplacer ça. Je vais le mettre là. Je vais déplacer ceci. Et je vais le mettre ici. Je vais aussi déplacer cette partie-là. Je suis en train d'alléger le corps principal. Je vais le mettre là. Ah, on a fait... Où est-ce que j'ai... Ah, où est-ce qu'elle est la saisie? Ah non, j'ai fait à l'envers. Ça c'est la saisie. J'ai fait un arrêt. J'ai pas droit à une assistance de votre part. Vous pouvez en fait m'assister un petit peu. Comme ça, si je fais une bêtise, vous me le dites. Alors, l'affichage. Heureusement que j'ai copié juste une partie d'une fonction, je l'ai déplacée vers une autre. Mais sinon, j'allais écraser des données. Pour le moment, on n'a pas grand-chose. Mais je suis en train de véhiculer un peu une idée. Je veux passer d'un programme qui est très simple, qui est écrit en un seul bloc, je veux le diviser en 3 blocs. C'est clair? Oui? Ça veut dire quoi, void? Void, ça veut dire vide. Ça veut dire une fonction qui ne retourne rien, qui retourne une donnée de type void. C'est un type générique qui symbolise le fait que, à vrai dire, on ne retourne rien. Ou bien on retourne rien. C'est comme si on a ce type-là qui symbolise un état vide. D'accord? On parle de void alors. C'est une procédure. Void, affiché, veut dire que affiché est une procédure. Lorsque vous mettez un type non void, int, calculé, cela veut dire que ça doit retourner un résultat entier. C'est clair? Alors, bien sûr, j'ai fait que déplacer, mais je dois adapter quand même. Par exemple, lorsqu'on fait le calcul, tout à l'heure, dans la fonction principale, on avait raisonné sur nos variables x, y, z. Ici, on veut raisonner sur autre chose, sur a et b. Donc, je dois sommer a et b. Je vais mettre ici, directement, retourner, return, a plus b. Vous voyez, en fait, pour le moment, le calcul, il est simple, très simple. Mais ce n'est pas ça ce qui importe pour moi, en fait. Ce qui importe, c'est l'idée. Donc, regardez, quand le type d'une fonction est non vide, on doit obligatoirement trouver ce return-là. Par contre, quand on a void, on n'a pas de retour. Alors maintenant, il va falloir faire travailler ces outils-là. C'est comme si on a fait 3 outils fonctionnels. Il faut qu'on les appelle. Je vais les appeler ici, en disant, je veux commencer par saisir. Attention, C, il fait la distinction entre majuscule et minuscule. Donc, il est sensible à ça. Et par suite, donc, il faut appeler les fonctions correctement.
sans faire d'erreur d'orthographe. Saisir, Z reçoit calculer, puisque calculer, il retourne un entier, c'est cet entier-là que je vais récupérer dans Z. Calculer en recevant A et B. Pardon, en recevant X et Y. Ensuite, afficher. Plutôt enfin, afficher. Qu'est-ce qu'on a gagné alors? Si on s'intéresse uniquement à la partie principale, c'est comme si on a francisé. On est en train de parler le langage de l'être humain. Saisir, calculer, afficher. Donc on a masqué, on a encapsulé la terminologie C. On ne voit plus la terminologie C. Le vocabulaire de C, on l'a complètement encapsulé, on l'a caché. Donc si par exemple je veux donner, si on suppose que ça mérite vraiment ça vaut bien le coup. C'est vraiment quelque chose c'est une vraie contribution que je viens de faire. Je vais la partager avec quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre n'est censé que utiliser, que appeler les fonctions. Donc lui, il n'est pas censé rentrer dans la saisie pour voir comment ça a été fait. Il n'est pas censé faire ça. On lui a simplifié la tâche à l'autre. C'est clair? Oui. Est-ce qu'on ne doit pas mentionner avant le include parce qu'on a fait avec des fonctions qui ne sont pas définies? Non, ils sont définis sur le même endroit jusqu'à présent. Tout à l'heure, on va donc les exporter, si vous voulez. On pourrait les mettre dans un autre module. Et dans ce cas-là, ça suppose que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire éventuellement. Dans ce cas-là, moi, je ne suis pas censé les connaître. Je dois alors inclure un petit fichier qui contient ces déclarations. C'est ça l'entête. Ça, c'est la description des fonctions. C'est les signatures des fonctions. C'est clair? Alors quand même, on a un petit problème ici, c'est que la saisie travaille sur des variables que j'ai créées moi-même. Et supposons qu'il a été fait par quelqu'un d'autre. On n'est pas censé avoir tous les deux à nommer les mêmes variables de la même façon. C'est une fonction qui n'est pas du tout exportable. Je ne pourrais pas la donner à quelqu'un d'autre. Sinon, si je donne à quelqu'un d'autre la fonction saisie, c'est comme si je l'oblige, pour que ça fonctionne, à préparer une variable qui s'appelle nécessairement x. C'est clair? Regardez la saisie. Qu'est-ce qu'il fait comme saisie? Il saisit une donnée pour x. C'est quel x celui-là? C'est le x qu'on a là. La variable x n'est pas nécessairement connue par la fonction saisir. Et pourtant, celui qui a écrit saisir, il est en train de saisir x. Je vais fermer ça, comme ça vous pouvez voir. Non, c'est pas ça ce que je veux faire. C'est un problème de contact, je pense, mauvais contact. Regardez bien ce x que le créateur de saisir, que celui qui a écrit saisir, utilise. D'où vient-il? Il n'a pas été déclaré à l'intérieur. Il n'a pas été reçu en paramètre. Il a été déclaré dans une autre portée. Il a été déclaré là. Donc si je veux donner cette fonction à quelqu'un d'autre, pour que ça marche, il faut que ce quelqu'un d'autre prépare ces variables. Ça rend la fonction soudée à ce programme-là. Je ne peux pas la donner à quelqu'un d'autre. Sinon, il faut que je lui dise, pour que ça marche, vous devez déclarer des variables qui s'appellent nécessairement x et y. Alors, pour ne pas avoir ce problème, pour ne plus avoir ce problème, oui? On peut le déclarer dans... Oui, on les déclare où? Avec la fonction, mais en paramètre. Ici. Il faut les déclarer ici. Parce que si vous les déclarez encore à l'intérieur, ça devient complètement encapsulé par la fonction. Or, moi, je veux travailler sur x et y, ici. Le x et le y, il est partagé par plus qu'une fonction. C'est clair? Donc, ce que je vais faire, par exemple, imaginons que le domaine main, c'est le mien. Et les variables x, y, z, ce sont les miennes aussi. Donc, je vais les prendre, je vais les couper. En fait, avant de faire ça, il va falloir d'abord que je vérifie que ça marche. Parce que je n'ai pas encore fait ça. Je le prends à cet état-là, je le compile. Si vous voulez, je vais donc changer
dans une autre version. Comme ça, je garde la version précédente. Je vais mettre sauvegarder sous. Et je lui donne version 2. Alors, je le compile maintenant. J'espère qu'on n'a pas d'erreur de compilation. Si, en fait, on n'a pas d'erreur de compilation parce que, comme vous l'avez constaté, j'ai compilé, exécuté. Donc, et quand ça marche, quand ça vous donne la console, ça veut dire que la compilation s'est déroulée correctement. Est-ce que j'ai le même résultat? Oui. J'obtiens donc un bon résultat. Mais quand même, il y a l'écriture telle qu'elle est faite, ça fige l'usage des fonctions saisir et afficher à mon programme seul. Seul mon programme peut utiliser cette fonction. Si je veux permettre à quelqu'un d'autre dans son programme d'utiliser aussi la saisir pour saisir 2 entiers, soit qu'il est obligé de déclarer comme moi x, y, z dans la portée globale avant d'utiliser saisir, soit que ça ne va pas marcher. Je vais lui donner une autre solution plus meilleure. Regardez. Déjà pour voir que ça ne va pas marcher si je change comme ça, regardez, je suis en train de déplacer mes variables puisque ce sont les miennes. Je ne veux plus les mettre dans la portée globale, je veux les mettre dans mon processus principal. Alors ils deviennent connus que par, ou seulement par main. C'est la seule qui connaît maintenant x, y, z. Si je compile maintenant, pardon, j'ai fait que exécuter. Quand vous exécutez la dernière compilation, avant le changement. Alors je recompile, et là il est en train de me le dire clairement. Il est en train de me dire, je ne sais pas ce x et ce y. Vous voyez, c'est à quel niveau? C'est au niveau de la CISI. Pourquoi maintenant la CISI ne connaît plus x et y? Parce qu'ils appartiennent à un domaine limité qui est le domaine de main. On dit dans ce cas-là que x, y, z sont des variables locales. C'est clair? Comment faire alors pour que main communique ces données vers saisir? Il faut alors que je les déclare en tant que paramètres. Mais attention, c'est des paramètres de sortie. Quand on a vu les fonctions et procédures, on a dit qu'il y a 2 modes de communication. Mode d'entrée, paramètre de sortie. Ici, la CISI, c'est la fonction qui doit alimenter les variables par des données. Donc, je dois transmettre en C, pour réaliser cela, je dois transmettre les adresses. C'est clair? Vous avez bien compris? La CISI, il faut qu'il réalise quoi? Il faut qu'il récupère des données depuis le clavier et qu'il aille les poser dans des cases mémoire. Il a donc droit d'exiger les variables, les adresses de ces cases mémoire. Donc je dois lui transmettre les adresses. C'est clair? Non? Qui n'a pas compris ce que je viens de dire? Nous avons 2 cases mémoire. Mais ils appartiennent à un domaine bien donné. Je vais raisonner en termes de domaine. Ça, c'est le domaine main, dans lequel on a créé 2 cases, x et y. D'accord? J'ai un autre domaine qui s'appelle saisir. Tout domaine a le droit de créer des ressources. Alors, celui-là, on veut le brancher avec le clavier. C'est ça le clavier. Pourquoi faire? Pour aller remplir ces cases par des données. Donc, ce que je vais recevoir du clavier, ce n'est pas pour moi, c'est pour aller les poser dans d'autres cases. Celui-là, donc, est censé appeler cet outil-là pour le faire. Donc, pour faire un appel, je dois écrire saisir. C'est ça l'appel. Je dois, en fait, pour s'assurer que l'agent va écrire dans mes cases, je suis censé lui donner les adresses de mes cases. Sans quoi, comment ce dernier peut-il savoir où écrire? Je dois alors lui donner, c'est un peu comme scanf. Vous avez vu dans le scanf. Le scanf, on lui donne une adresse. Sans quoi le scanf ne saurait pas où écrire les données. Donc normalement, je dois faire un appel comme ça. X, Y. Vous êtes bien d'accord ici? Qui n'a pas compris ce que je viens de dire? Je veux anticiper en fait et vous montrer ça par l'exemple. En tout cas, on va essayer un X et Y et on va voir si ça marche. On va tenter ça. Si vous n'êtes pas convaincu, on va écrire juste saisir dans X et dans Y. Mais je vous ai déjà dit que X et Y dans un programme
à part la déclaration, désigne des valeurs. Une valeur ne peut pas recevoir. C'est clair? Donc pour réussir à recevoir, il va falloir mettre des adresses. Allons-y, je vais le faire. Je vais dire ici int A, int B. Donc je n'ai pas décidé de prendre des adresses. J'ai décidé de prendre des entiers. Et je vais tenter la lecture dans A et B. On ne perd rien. En tout cas, on est en train de vérifier. C'est clair? Je suis en train de dire que la saisie, il va tenter de saisir une valeur dans A et une valeur dans B. Maintenant, je dois appeler la fonction. On a dit que quand vous appelez une fonction, il faut que l'appel contient le même nombre et le même genre de paramètres. Ici, la définition exige 2 entiers. L'appel doit aussi montrer 2 entiers. Alors, je vais mettre x et y. Qu'est-ce que j'espère faire ici? J'espère que la valeur qui va être lue dans A, que je la retrouve dans x. Et que celle dans B, que je la retrouve dans y. On va vérifier, on va voir est-ce qu'effectivement on va trouver les valeurs ou pas. On va voir que ça serait décevant, on ne va rien trouver. Parce que c'est tout à fait normal. Si vous voulez que quelqu'un range une donnée dans votre espace, il faut lui donner l'adresse de cet espace. C'est clair? Sinon, il ne pourra pas le retrouver. Alors, on va essayer ça. Au niveau compilation, ça va se compiler correctement. Mais au niveau du résultat, ça va donner n'importe quoi. Ça va nous permettre de voir une chose qui est assez intéressante. Regardez, je compile. On a toujours un problème. Ah oui, c'est au niveau de la déclaration. Parce que, vous voyez, en fait, on n'a pas changé la déclaration. Et donc, le compilateur, là, il est en train de me dire à ce niveau-là que vous n'avez pas respecté les règles. Ici, vous avez déclaré une fonction sans paramètre. Donc, il va falloir que je mette ici un int, virgule, int. C'est clair? Alors maintenant, je recompile. Alors, on a une autre erreur, parce qu'on a déjà réglé le problème pour saisir. Et le même problème, on l'a dans afficher. Afficher lui-même, il travaille sur un x et sur un y, qui ne figure plus dans la portée globale. Tout à l'heure, c'était dans la portée globale, toutes les fonctions connaissent ces 3 variables. Maintenant, seule la fonction main les connaît. Donc, j'ai besoin de recevoir aussi ce que je veux afficher. Notamment le x, y, z, il faut que je les reçoive. Regardez, je vais le faire. Je vais dire que l'affichage, puisque je veux afficher 3 données, il faut que je communique à afficher 3 entiers. Int, int, int. Et par suite, il faut que je les nomme ici par des noms formels. Je pourrais toujours continuer à faire des noms différents pour ne pas les confondre avec le x, y, z que j'ai dans main. Et là, donc, je vais dire, ça serait donc un A, un B et un C. Et lors de l'appel, quand je vais appeler la fonction, c'est à ce niveau-là, je vais lui transmettre mon x, mon y et mon z. Nous avons mis un certain mécanisme d'échange entre 2 agents, entre 2 espaces. L'espace saisir partage alors ces données lors de l'appel, parce que c'est lui qui a décidé de communiquer x, y, z à afficher. Alors cette communication est dite par valeur. On ne communique que les valeurs. Donc, à vrai dire, afficher, il va recevoir que les valeurs de x, y, z. Tout changement par afficher sur x, y, z n'affectera pas ce x, y, z. Sur a, b, c n'affectera pas le x, y, z. La même chose pour la fonction saisir, puisqu'on a fait aussi une communication par valeur seulement. On n'a fait que communiquer les valeurs de x et y à saisir. Saisir, il les voit comme AB. Toute modification sur AB, notamment au niveau des scanf, n'affectera pas le x, y. Et donc on ne va rien trouver en fin de compte dans x et y. Alors si je compile maintenant, la compilation doit passer sans aucun problème. Ici on a réalisé la compilation. Je vais vous montrer. Alors je vais donc effacer le code qu'on a là. Et je vais refaire la compilation. Voilà, ça marche. Donc on a compilé.
On exécute maintenant. Vous voyez maintenant, je suis en train de lire où? Parce que qu'est-ce qui a donné ce message? C'est saisir. Donc je suis en train de saisir dans A. Alors je saisis par exemple 200. Ce que j'attends alors, c'est que ce 200-là passe vers X. Chose qui ne sera pas faite. Je vais saisir 300 dans B. Et quand on affiche, il est en train de me dire la somme de 0, c'est ça X. Et de 1, et 1. Il n'a pas calculé sur ce que j'ai lu. Vous voyez, il a calculé sur des données complètement aléatoires. Vous comprenez? Alors, comment est-ce que je vais réussir une bonne communication? Bon, il suffit juste d'ajouter étoile ici et étoile là. Je suis en train de voir A et B comme des pointeurs alors. Ça veut dire que A, c'est un lieu. Si je schématise ici, je fais le schéma, comme ça vous allez voir un petit peu la nature de la liaison lors de l'appel. Ici, saisir, il a une case qui s'appelle A et une autre qui s'appelle B. Qu'est-ce qu'on va transmettre alors lors de l'appel? Qu'est-ce que mail va transmettre vers A et B? Il va transmettre les adresses de ces cases. Donc je vais avoir ici l'adresse de X et ici l'adresse de Y. Si on a cela donc A, il pointe sur X et B, il pointe sur Y. Et là où il y a donc l'entier, si je veux le désigner, il faut que je le désigne par étoile A. X alors serait désigné par étoile A. Et Y serait désigné par étoile B. Parce que d'ailleurs, d'après ce qu'on est en train d'écrire, étoile A est un X. A est un pointeur sur l'entier. Lors de l'appel, c'est X et Y. Donc A pointe sur X, et par suite étoile A c'est X, B pointe sur Y, et par suite étoile B c'est Y. Je vais donc donner ici, qui peut me dire qu'est-ce que je dois écrire là? Tout à l'heure, ou avant, on avait mis, quand A était un entier, on a mis adresse de A. Maintenant, A, c'est plus un entier. C'est le pointeur. Donc, il porte l'adresse. On va donc directement mettre A. Je vais mettre ici A et ici B. Alors, lors de l'appel maintenant, il ne faut plus transmettre X et Y. À A, il faut transmettre l'adresse de X. Donc, je vais mettre, non, adresse et. Vous voyez, c'est une technique d'écriture. D'accord? Alors, entre main et saisir, nous avons mis en place une communication par adresse. Entre main et afficher, on a continué à faire une communication par valeur. L'affichage, justement, il a besoin que des valeurs qu'il va mettre à l'écran. Par contre, la saisie, il a besoin des adresses pour localiser où est-ce qu'on va mettre les données. Alors, regardez maintenant, est-ce que ça va réussir? Je vais recompiler. On a déjà des erreurs. Je pense qu'on n'a pas changé, le prototype. Il ne faut plus dire int, il faut dire int étoile. Comme ça, donc, on dit que je dois recevoir deux adresses sur deux entiers. Alors, je vais compiler maintenant. Ça marche. J'exécute. Je vais vérifier maintenant. Ça marche, donc on a obtenu un bon résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné par ce changement qu'on vient de faire? C'est que ma fonction saisir, chaque fois que j'aurai besoin de saisir deux entiers, je pourrais alors l'utiliser telle qu'elle est. Je pourrais la prendre et l'utiliser dans un autre programme. Ça ne me coûterait aucun changement. C'est clair? Donc c'est une fonction qui devient réutilisable. Je pourrais l'utiliser ailleurs. Alors que tout à l'heure, quand il n'avait aucun paramètre, ça ne peut pas être utilisé. C'est clair? Voilà, donc globalement, le premier programme, la première démonstration que je vous fais sur C. Maintenant, je vais vous mettre dans une autre situation et on essaie d'obtenir la même, d'obtenir un autre résultat. Donc ici, on a fait un petit programme, si on le relie encore, avec trois fonctions, avec un appel à ces fonctions, et puis la définition de ces trois fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire donc d'intéressant? Donc, on pourrait par exemple mettre un autre programme
qui fait la même chose, mais cette fois-ci sur des vecteurs. Ça va nous pousser à travailler sur la notion de tableau, donc on anticipe un petit peu, ce qui va nous permettre d'apprendre très vite. On pourrait faire donc cette application, modifier, donc on va dire modifier ce programme pour permettre, on va dire la saisie, l'affichage et l'addition de vecteurs. On va dire de 10 valeurs chacun, 10 entiers chacun, de 10 entiers, des vecteurs de 10 entiers. C'est un peu ce que j'avais fait. J'avais donc raisonné sur un int, j'obtiens la somme, z, qui est un int. Et j'ai besoin de faire la saisie de calcul et l'affichage. Je veux donc généraliser un petit peu pour aller vers la même structure, sauf que les opérateurs vont changer. C'est plus un int, j'ai un x qui est de type vecteur. Un y qui est aussi de type vecteur. Et puis un résultat z qui est la somme de ces vecteurs, donc c'est un vecteur. Et je vais donc continuer à garder les mêmes opérations, mais il faut les adapter pour la nouvelle structure de données sur laquelle je veux travailler. Alors, obligatoirement pour faire ça, le moyen de représenter un vecteur, c'est la notion de tableau. Et un tableau en C s'obtient par la seule écriture suivante. X, 10. C'est-à-dire, je modifie cette écriture qu'on avait ici par x, int x, je la modifie par int x, 10. Je modifie donc le fait d'aller vers la valeur x à ce niveau-là pour avoir la valeur, je la modifie par i de i, ou x de i. Ça va donc désigner la ième valeur dans le vecteur. Et par conséquent, donc, je pourrais faire tout ce que j'avais fait sur des données simples, sur des données entières ici, je pourrais le faire sur des données vectorielles. Je vais donc faire une troisième version, et vous allez voir que combien ça serait simple de travailler sur des vecteurs ou bien de faire une extension, une adaptation d'un programme si vous raisonnez en termes de fonctions. Ici, on a 3 fonctions qu'il faut retoucher à chaque fois. Je vais donc faire une autre version. Enregistrer sous. J'appellerai maintenant addition vectorielle ou vecteur. Je fais en plusieurs versions aussi. Alors, voici donc ce que je vais faire. Je vais dire que là, je vais travailler sur un vecteur tableau. Et là aussi sur un vecteur tableau. On parle alors de tableau non contraint. Un tableau pour lequel je n'ai pas indiqué la taille. Alors, la taille, en fait, on pourrait carrément la définir comme ça. Parce que nous avons une certaine taille qui est égale à 10. Je pourrais carrément l'appeler nombre d'éléments. Ou n tout court. Define n 10. Ça veut dire associer une équivalence entre la valeur 10 et le symbole n. Donc là, on trouverait n dans le programme. Pour nous, on va le remplacer par 10. Alors, je vais faire la même chose ici, parce que pour afficher, j'ai besoin d'afficher 3 tableaux. Les opérandes et leur somme. C'est clair? Alors, pour le calcul, je ne pourrais pas calculer un tableau en résultat. C'est-à-dire, je ne pourrais transmettre par une fonction qu'une valeur. Un tableau n'est pas une valeur, c'est un ensemble de valeurs. Donc, je suis censé modifier ici la fonction de la manière suivante. On ne va plus continuer à l'utiliser comme pour additionner des données simples. Je vais la transformer en une procédure. Mais, je dois avoir 2 entrées et récupérer une sortie. Cette sortie, donc, je vais la mettre comme paramètre. Int
Là aussi, je ne suis pas censé nommer. Je ne suis pas censé nommer les paramètres quand je déclare les fonctions. C'est clair? Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'avais calculé A, int B, mais le A et le B, c'était complètement... on pourrait les retirer complètement. Alors, allons maintenant vers le corps. N'oubliez pas, ici, on a dit qu'il y a des crochets. La même chose là. Crochet. Crochet, c'est pour dire que A est un tableau, B est un tableau. Les crochets, vous pouvez bien les mettre associés au type. Vous pouvez mettre les crochets collés avec le type. Et dans ce cas-là, vous mettez A tout court. C'est clair? Comme vous pouvez les coller à la variable. Les deux, donc, font savoir que A est un vecteur. C'est clair? Alors, qu'est-ce que je vais changer alors dans... Oui? Tu peux pas rajouter le pointeur. Si, on pourrait le faire. Mais moi, je ne veux pas donc... parce que je veux que vous associez la notion pointeur avec la communication par adresse seulement. Pour ne pas vous... Pour que vous fixez, ou vous fixez cette idée-là, d'abord. Donc, je ne veux pas faire les tableaux avec les pointeurs. Par la suite, on va y aller. Pour le moment, je veux que vous retenez que pour faire une communication sortante d'un entier, il faut communiquer un pointeur sur un entier. Comme ce qu'on a fait pour la CISI, pour la version précédente. C'est clair? Alors, maintenant, pour communiquer un tableau non contraint, nous avons donc cette notation pour le désigner. Un tableau, c'est-à-dire une suite de valeurs avec un seul nom. On fait les crochets. Donc, cette notation veut dire que A est un tableau. C'est un tableau non contraint parce que, en regardant cette notation, je ne sais pas combien on a d'éléments dans A. C'est pourquoi on l'appelle un tableau non contraint. Alors, le nombre d'éléments, c'est ce que j'avais mis dans N, que j'avais défini par define N 10. Ce symbole-là, il va être utilisé partout dans les fonctions, dans toutes les fonctions. Alors, je suis en train d'adapter donc au cas du vecteur. J'ai plus donc à mettre cette écriture-là, parce que je ne pourrais pas demander à Scanf de lire d'un seul coup tous les éléments du vecteur. C'est pas possible. Je dois lire élément par élément. Donc, il va falloir que je change cette notation en disant A de I, B de I. Mais il va falloir que je donne un sens à I. Il va falloir que je reprenne, parce que, comme j'ai 10 valeurs, il va falloir que je reprenne la lecture valeur par valeur. Oui, oui. J'aurais dû donc faire avant. Exact, donc. Là aussi. Parce que lui, en fait, il ajoute, quand vous mettez le crochet ouvert, il met l'autre. Des fois, en fait, moi, j'ai l'habitude de faire les deux, et ça me fait ce travail. Alors, vous savez très bien que ces deux actions, je dois les répéter 10 fois. Donc, j'ai besoin de mettre en place une boucle. La boucle pour, qu'on a vu en algorithmique, on va la traduire par for I allant de 0. La numérotation des éléments dans un tableau, on sait, ça commence à partir de 0. Donc j'ai 10 éléments, ils vont être numérotés de 0 jusqu'à 9. Donc ça fixe l'indice de début. I inférieur à n, inférieur strictement, parce que n égale à 10, ça va aller jusqu'à 9 alors. Et puis I++, c'est un peu l'incrémentation dont on a parlé tout à l'heure. Cette boucle for, il faut qu'il le renferme, qu'il porte sur les deux actions. C'est clair? Alors, une action for en C ne porte par défaut que sur l'action qui suit. Dès qu'on trouve le point virgule, ça y est, la boucle for est fermée. Si vous voulez que ça tienne sur les deux, il faut créer ce qu'on appelle un bloc. Et le bloc en C, ça s'exprime par des accolades. Regardez, je vais mettre ici une accolade. Vous voyez, en fait, lui, il ajoute l'accolade fermante. Et je vais mettre donc les actions ici. Voilà. L'écriture, donc, est correcte maintenant. Je dois faire la même chose ici.
Je vais donc copier tout ça. Et je vais le coller ici. Ah, j'ai rien copié alors. Je refais. Voilà. Mais il faut que je rajoute l'accolade. Bon, on préfère toujours faire cette indentation pour voir un peu les blocs correctement. Alors, ici, il y a une petite erreur qui peut donc me proposer ou la repérer. Oui, allons-y. Pourquoi on a séparé les deux blocs alors que la boucle s'applique sur tout l'ensemble? C'est juste au niveau du comportement, en fin de compte, au niveau de l'exécution. Est-ce que vous voulez intégralement tout le vecteur A avant de passer au vecteur B, ou bien vous voulez lire un premier élément dans A, un premier élément dans B, ensuite vous passez. Mais de cette manière, c'est plus pratique. On lit vecteur par vecteur. Il y a une erreur ici. Qui peut me dire laquelle? Le scanf, tout à l'heure, quand on avait un simple entier qui s'appelait A, qu'est-ce qu'on a donné à scanf? Est-ce qu'on lui a donné A ou bien adresse de A? On a donné adresse de A. Le scanf exige toujours une adresse. L'adresse du lieu, là où je vais capturer les données du clavier et les poser sur ce lieu-là. A de I est la valeur du IM élément. Ce n'est pas l'adresse du IM élément. C'est la valeur. Donc, si A est un tableau, A de I, A entre crochets I, désigne la valeur de la IMCE. Ici, j'ai besoin alors de communiquer l'adresse de la IMCE. C'est une communication par adresse, parce que scanf est une fonction. Je dois lui transmettre l'adresse de la IMCE. Ça s'écrit comme ça. Adresse de. On a déjà dit que que les crochets sont plus forts que l'adresse. Dans la table de priorité que vous avez vue, si vous vous souvenez, il y a les parenthèses des crochets. Ils sont plus forts que ce qui vient après. Donc ça oblige à calculer l'adresse de A de I. C'est-à-dire on évalue d'abord la CE pour arriver à la IMCE, ensuite on calcule l'adresse. Ce n'est pas l'adresse de A. C'est l'adresse de A de I. Ici, l'écriture est bonne. Je vais aller adapter affichage en mettant ici les crochets de la même façon. Crochet, crochet. Alors, et par la suite, j'ai besoin alors d'une boucle. Ici, puisque je calcule la somme et j'affiche de quoi, je ne peux plus le faire dans la même phrase. C'est clair? Je devrais donc, si je veux dire la somme de ce vecteur et de celui-là, ça donne ça, il va falloir que j'affiche peut-être comme ça, le premier vecteur plus le deuxième vecteur égale le troisième vecteur. C'est clair? On a plusieurs éléments, 10 de chaque côté. Si je veux afficher comme ça, c'est une manière. Mais le plus simple à mettre en place, c'est d'afficher le premier, d'accord? Ensuite d'afficher le second. Vous pouvez à la limite écrire la somme de deux points et ceci égale, et vous affichez le résultat après. C'est ça ce que je vais faire. Donc j'ai besoin de faire une boucle pour faire l'affichage du premier vecteur, une boucle pour faire l'affichage du deuxième, et puis une troisième boucle pour afficher le résultat. C'est ce que je vais faire. En d'autres termes, je n'ai plus la possibilité d'afficher par une même phrase tout. C'est clair? Je vais mettre ici, je vais copier la boucle. Je vais la mettre là. Je vais me contenter que de l'affichage. En fait, puisque j'ai une seule action, j'ai plus besoin des accolades. Et je vais dire ici, je ne vais plus écrire l'entier égal. Je vais écrire directement %d anti/n anti/, mais sinon on pourrait ne pas faire l'anti/ et écrire horizontalement, d'accord? Ça ne va pas prendre beaucoup d'espace.
j'écris tout le vecteur horizontalement, au-dessous l'autre vecteur, et puis au-dessous encore la somme. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités d'affichage. Il n'y a pas une seule manière. Je vais écrire de cette manière avec un espace à chaque fois. Et je vais donc écrire ici A de I. Cette phrase, je vais la répéter. Je vais la répéter 3 fois. Une fois pour B, une deuxième fois pour B, et puis une dernière fois pour C. Je vais retirer tout le reste. C'est clair? Alors, à la limite, je pourrais dire ici la somme de... J'ai écrit avec puts. Avec puts, c'est spécialisé pour le texte. Put string. S, c'est pour dire string. Ça veut dire chaîne de caractères. Ça me permet alors d'écrire une chaîne. Printf, c'est plutôt imprimé selon un format. C'est plusieurs types de données. Pourcent %F, pourcent %D, etc. Ici, donc, ça n'affiche que des chaînes. Et ça revient à la ligne par la même occasion. Donc, je suis en train de dire la somme de... Ici, je mettrai puts et ici, je mettrai puts et. Il faut donc ne pas oublier le point-virgule. Attention, ces puts, ils sont en dehors des boucles. Donc ça ne tient pas sur la boucle. Ça s'écrit une seule fois. La somme, j'affiche tout le vecteur et l'autre vecteur et troisième vecteur. Alors, on a adapté donc les fonctions, il me reste le calcul. Si on avait une opération vectorielle qui continue de s'écrire A plus B, qui somme les vecteurs élément par élément, on pourrait se contenter de ça. Mais C, malheureusement, il ne permet pas de calculer ou d'étendre les opérations à des structures plus grandes. C'est clair? On ne pourrait pas redéfinir le plus pour l'ensemble des vecteurs. Je suis censé alors faire le calcul comme ça. Je vais copier une boucle. Mais c'est plus, donc c'est un void. Vous vous souvenez, on a décidé de le mettre comme void. C'est plus un int. Et on a décidé de recevoir ici 3 tableaux. Voici le premier. Voici le deuxième. Et il me faut le troisième. Le troisième, donc, c'est int c, crochet. Voilà, c'est comme ça comment je dois l'écrire. Alors, regardez, je vais copier la boucle. Et au niveau de la boucle, on va écrire tout simplement... On va écrire ça. Il faut que je somme élément par élément. En mettant C de I reçoit A plus B. Et il n'y a plus besoin de mettre le return. Parce que la fonction, il ne retourne rien. Il retourne le résultat à travers ce troisième paramètre. Voilà donc le calcul de la somme élément par élément. Je suis en train de lui dire, en faisant varier i de 0 jusqu'à n, vous sommez les deux éléments 2 à 2. Ou vous sommez les éléments 2 à 2. Pour le mettre dans C de i. Alors, regardons maintenant les appels. Les appels vont changer. Déjà, il va falloir que je prépare 3 vecteurs et non pas 3 entiers. Au niveau de l'usage, je dois donc mettre ici n. Là, par contre, je suis censé préciser mon vecteur, il est composé de combien d'éléments. Au niveau des paramètres, c'était des vecteurs non contraints.
que ce n'est que lors de l'appel que je vais savoir combien on a d'éléments. Alors que ici, je dois créer des vecteurs en indiquant combien d'éléments on doit avoir par vecteur. Les trois doivent avoir le même nombre d'éléments. N, de cette manière. Et par suite, je vais écrire saisir XY. X alors est un tableau, Y est un tableau. Tout à l'heure, j'ai fait tout un effort pour vous expliquer que pour réussir une saisie dans X et Y, il faut que je communique les adresses de X et Y. Maintenant, je suis en train de les retirer. Tout simplement parce qu'on sait, le nom d'un tableau désigne l'adresse du début du tableau. Donc, à vrai dire, ce que j'ai communiqué à ma fonction, c'est l'adresse du tableau X et l'adresse du tableau Y. Donc, je continue toujours à envoyer des adresses. C'est clair? Alors, retenez bien, le nom d'un tableau désigne l'adresse du premier élément. C'est clair? Si vous me donnez l'adresse du premier élément, je suis capable de localiser la première cellule et par suite la deuxième cellule jusqu'à la 10e cellule. C'est la même chose que je vais faire ici. Mais là, je ne dois pas mettre z égale parce que calculer ne retourne plus rien. Je dois donc le transmettre comme troisième paramètre. Voilà, donc on a donc adapté notre première solution qui fonctionnait sur des ints à un programme qui fonctionne cette fois-ci sur des vecteurs. Remarquez bien, je vais donc sauvegarder, je compile, j'espère que on n'a pas d'erreur. Si, le i on l'a jamais déclaré, donc il va falloir le déclarer. C'est local, je dois le faire 3 fois, là aussi. Et enfin, ici. Parce qu'il y a un i dans chaque fonction. C'est clair? Je compile. Ça marche, donc vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. J'exécute maintenant. Je vais avoir un autre comportement. Rien qu'au niveau de la saisie, ça va m'obliger à saisir 10 valeurs successivement. Donc 10 fois 2, 20 valeurs que je dois saisir. Je vais donc faire, à chaque fois vous éteignez la lumière. La troisième fois, ça va être exprès. C'est ce qu'on va appeler alors que vous le faites exprès. Non? Non, c'est sûr, non. Je suis sûr que vous ne le faites pas exprès. Ok, quand même, on aura droit à vous dire, il ne faut pas le faire la troisième fois. Alors, 60, 70, 80, 90, 100. En fait, j'ai tâché de lire comme ça, donc pour juste suivre un peu le nombre d'éléments. Maintenant, je vais passer au deuxième vecteur. Il serait intéressant de changer le dialogue, parce que comme le dialogue ici ne change pas, entrer un entier, on ne pourrait pas se retrouver. Là, déjà, je suis en train de lire le deuxième vecteur. À partir de ce moment-là, je vais lire peut-être juste les unités. 4, 5, comme ça on distingue, 7, 8, 9, et puis 10. Voilà, donc on affiche les résultats. Voici le premier vecteur qu'on a lu. On n'a pas fait le retour à la ligne, vous vous souvenez, en fait, et c'est ce qui fait que le et s'écrit là. J'avais pas fait le retour à la ligne parce que si je l'avais fait, ça va donc écrire 10 et revenir à la ligne. Donc il a fallu, avant de mettre puts, faire un anti/n. Comme ça, je reviens à la ligne. Alors, et, c'est le même problème pour ce et-là. Et on a bien la somme. Donc, on a déjà fait un petit programme structuré en plusieurs fonctions, en 3 fonctions exactement, pour calculer la somme de 2 vecteurs. Vous voyez, c'est la meilleure manière d'apprendre le C le plus rapidement possible. En tout cas, on pourrait donc faire des exercices bidons, comme l'addition de tout à l'heure, sans jamais toucher au tableau. Mais la meilleure manière pour vous, c'est d'aller justement anticiper rapidement. Et voilà, donc on pourrait maintenant étendre ça à des matrices. Pourquoi pas faire la somme de 2 matrices. Et ça va continuer, ça va vous permettre d'apprendre rapidement.
quelle critique peut-on faire à cette solution? À votre avis, si vous avez des critiques, que ce soit par rapport à la présentation, que ce soit par rapport à l'aspect fonctionnel, quelle limitation a cette application? Ça ne peut sommer que des vecteurs de 10. Et si j'ai des vecteurs de 5, ou de 100, de 1000, ce programme n'est pas fonctionnel. C'est clair? Donc, il va falloir encore retoucher cette solution pour chercher une solution plus générale, la plus générale possible. C'est clair? Oui? Oui, exactement. Et on pourrait même sommer deux vecteurs qui n'ont pas forcément la même taille. C'est clair? On pourrait sommer un vecteur 5 éléments avec un vecteur 100 éléments. En tout cas, en passant par certaines règles que nous allons imposer. Par exemple, quand il y a un manque d'éléments, on va le voir comme des zéros. C'est clair? Alors regardez en fait, ici, la première critique qu'on pourrait faire à ça, c'est qu'on a un certain symbole, define n10, qui a été utilisé dans les trois fonctions. Et c'est le même problème que ce que j'avais au début, quand j'avais programmé saisir et afficher sans paramètres. Vous vous souvenez, on était en train de travailler sur un x et y qui a été déclaré dans la portée globale. Et si on veut exporter ces fonctions dans une autre portée, il faut alors qu'on crée le x et y. C'est la même chose ici. Ce n donc, il est partagé par plusieurs fonctions. Il ne faut plus qu'on raisonne comme ça. Regardez, voilà comment est-ce qu'on va le résoudre. Je vais ajouter un petit paramètre ici, qui va jouer le rôle de la taille des vecteurs. Mais je n'ai pas le droit de le nommer n, parce que j'ai déjà un symbole qui s'appelle n. Je vais le nommer grand N, parce que d'ailleurs le C il fait la distinction entre majuscule et minuscule. Donc petit n est un symbole constant qui contient la valeur 10. Grand N est un paramètre. C'est clair? Je vais donc le faire partout. Ici, je suis en train de supposer que les trois vecteurs ont la même taille, toujours. On va changer quand la taille change. Donc, un paramètre de plus. Je le fais là aussi. Ici, je ne suis pas censé nommer, comme je l'ai déjà précisé. Mais vous devez juste préciser le type. À quel niveau vous devez nommer? C'est là. Int grand N. Et par conséquent, ce petit n, vous devez le changer par grand N. La même chose ici. Alors, de cette manière, je suis en train de garantir que mes fonctions peuvent être utilisées ailleurs. Alors, là aussi, sur trois vecteurs qui ont la même taille. Et par conséquent, il faut mettre ici. D'ailleurs, on corrige ce qu'on a dit tout à l'heure. On va mettre ici grand N. Vous vous souvenez, en fait, on a dit qu'il faut mettre un anti-slash N juste avant. Comme ça, je reviens à la ligne. Anti-slash net. Anti-slash A. En réalité, l'anti-slash et la lettre qui suit désignent le même caractère. Il ne faut pas le confondre avec le reste. Ça veut dire tout simplement revenez à la ligne. Donc, ce qu'on affiche, c'est A. Alors, je le fais là aussi. Anti-slash N. Et je change le grand N, le petit n par grand N. Et puis enfin ici, là aussi, là je me retrouve avec 4 paramètres. Voilà. Les appels maintenant. Vous savez, en fait, dans les trois fonctions, on a rajouté un entier. Lequel? Ici, il faut que je dise lequel. C'est petit n. C'est ce symbole-là, là où j'ai rangé 10. C'est comme si je suis en train de transmettre la valeur de petit n vers grand N. À savoir la valeur 10 en fin de compte. Alors, la même chose ici. Et la même chose là. Alors, je vais le sauvegarder en tant que version 2. Je l'appelle vecteur 2. Alors, regardez, je vais donc valider. Et je vais donc changer, parce que tout à l'heure, on a saisi 20 valeurs.
Ça nous a coûté beaucoup de temps. Je vais juste mettre ici 5 et ça marche. Je compile. Il y a une erreur déjà. Ah. Ici, on n'a pas écrit correctement. Je recompile. Ça marche. J'exécute. Je n'ai pas changé le dialogue aussi. Je vais donc lire 5 fois. C'est le premier vecteur. 5 autres fois. C'est le deuxième vecteur. Et puis, j'obtiens les résultats. Donc, le changement qu'on a fait, ça, il est opérationnel. Ça va nous garantir une seule chose, c'est que les fonctions peuvent être exportées vers une autre application. Parce qu'ils ne dépendent plus de mon symbole petit n. Ils ont un paramètre, ils exigent un paramètre qui n'est autre que la taille des vecteurs. C'est clair? Alors, on pourrait donc juste se contenter de ça pour le moment. Nous avons touché un ensemble d'éléments à travers donc notre premier atelier. On a touché un ensemble d'éléments. Maintenant, je vous laisse le temps pour le faire chacun sur sa machine. Je vais en fait arrêter à ce niveau-là. Arrêtez, en fait, moi je m'arrête, je me repose et vous continuez à travailler.